Bienvenue à tous. Bienvenue à tous pour ce webinaire en direct. Et merci beaucoup à C. Mohamed qui s'est porté volontaire. C'est un volontaire ça. Merci à C. Mohamed. Shukran. Shukran à C. Mohamed pour la participation. C. Mohamed est un volontaire ça. On va faire ensemble, on va participer ensemble à ce webinaire avec une démonstration pratique sur l'écho-anatomie de la thyroïde normale. C'est Mohamed Marhaba. Voilà. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est d'installer le malade. Et comme vous constatez, j'ai mis un coussin sous les épaules. Ça permet de dégager le cou. Plus que le cou est tendu vers le haut, plus on a une qualité d'image. Donc, on tend le cou vers l'extérieur, c'est-à-dire on met le cou en hyperextension. Bien sûr, chez un homme âgé, on doit être prudent parce qu'il peut avoir des arthroses, des choses comme ça, et ça pourrait engendrer des problèmes. Donc, il ne faut pas s'acharner absolument à faire l'hyperextension chez des gens âgés, mais à chaque fois qu'on pourrait le faire, c'est bien. Donc, le cou en hyperextension, ça permet de dégager le cou. Bien sûr, avant de faire cet examen, il faut exiger normalement une TSH, il faut faire un examen clinique et avant de procéder à l'examen. Bien. Après, quel matériel utiliser? Alors, quel matériel utiliser? On a besoin de plusieurs sondes. La sonde la plus utilisée et la plus pratique, c'est la sonde linéaire avec des fréquences élevées. Des fréquences au-delà de 12 de préférence. Donc ça dépend, on peut aller jusqu'à 16, mais on a de la chance d'avoir aujourd'hui sur les machines actuelles des sondes avec multifréquences. Donc des sondes au moins, il faut exiger au moins 12 MHz. Bien sûr, lorsqu'on veut examiner en profondeur, c'est-à-dire lorsqu'on veut pénétrer en profondeur, il faut utiliser les sondes les plus basses. Et lorsqu'on veut examiner en superficie, on cherche la meilleure résolution et par conséquent la fréquence la plus élevée de la sonde. Et on a la possibilité de changer ça au niveau de l'écran. Les autres sondes qu'on pourrait utiliser, on peut utiliser aussi les sondes convexes, mais ça juste pour les volumes lorsqu'on a un goitre. Lorsqu'on a un goitre, on peut utiliser la sonde abdominale pour évaluer approximativement le volume. Parce que lorsqu'on a une sonde linéaire, parfois le goitre peut dépasser ce diamètre-là, et par conséquent, on a besoin d'une autre sonde. On peut utiliser soit les sondes convexes, là c'est surtout large pour le volume, et pas pour étudier le parenchyme. Pour nuancer, c'est plutôt les sondes linéaires. Et pour le volume, on peut utiliser ça en cas de goitre. Parfois, bien sûr, il y a d'autres sondes qu'on peut utiliser, en particulier les petites sondes convexes, surtout pour examiner au niveau des parties, pour chercher des goitres plongeants, et ça permet d'explorer en profondeur en bas. D'accord. Donc ça, c'est pour ce qui est du matériel. Bien sûr, il faut être muni de matériel, il faut avoir aussi un Doppler de bonne qualité, parce que vous allez voir que l'examen Doppler est aussi utile dans l'exploration de la thyroïde. Bien. Maintenant, on va commencer l'examen. Donc, la première des choses, bien sûr, je marque l'identité. Voilà. Il y a qu'à Oussama, c'est ici. Hein? Donc, nouveau malade, le nom. Là, je mets Mohamed. OK. Bien sûr, voilà. Après, il faut enregistrer le nom. Hein, parce que parfois, il y a des examens qui sont et ça fait partie des normes de qualité. Deuxième chose, je choisis ma sonde. Voilà.
Alors laquelle des sondes je vais choisir, c'est, dans un premier temps, c'est la sonde linéaire. Voilà. Je tape ici. Prenez l'écran, s'il vous plaît, là. Prenez l'écran. Hein? Donc le premier temps, donc vous avez filmé le début, là? D'accord. Donc je prends l'écran, donc la sonde, donc je vais choisir la sonde linéaire. Voilà. Et après, thyroïde. Ça, c'est preset, c'est-à-dire les réglages qui sont faits par les constructeurs qui sont adaptés à l'organe. Bien sûr, on peut apporter des modifications personnelles en fonction des besoins de chaque médecin. Là, pour optimiser la qualité d'image, je vais utiliser le pré-réglage thyroïde. Maintenant, voilà, j'ai ici le nom, j'ai le pré-réglage, et là j'ai la sonde 4 à 18 MHz. Moi, je préfère utiliser cette sonde-là. Alors, comment je vais utiliser? Je vais choisir la sonde à 12. Laquelle des sondes? Je vais choisir cette sonde. Hein? Voilà. C'est où? Voilà. Et maintenant, voilà. Je peux encore utiliser une autre sonde. Là, c'est une autre sonde linéaire, mais qui a 12 MHz. Alors, ça dépend ce que je veux. Hein? Mais en général, on peut utiliser les deux en fonction des situations, en fonction de la pathologie. Là, je peux me contenter de cette sonde. Donc le cou il est en hyperextension, j'y mets du gel. En général, moi je le mets directement sur le cou et je mets une quantité suffisante. Il ne faut pas être avare en gel, parce que plus qu'il y a du gel, plus il y a la qualité est bonne. Pardon, ouais. Et je commence à appliquer le gel. Il y a des gens qui mettent le gel directement sur la sonde, c'est faisable, mais moi je préfère directement sur le cou et je mets en quantité suffisante. D'autant plus que si on met directement sur la sonde, on risque de bousiller aussi la sonde et ça coûte cher la sonde. Donc, et on met souvent un peu de gel, il faut en rajouter et là c'est des problèmes. Donc autant je préfère poser le gel en quantité suffisante sur le cou. Là je suis sur une coupe axiale, comme vous voyez. La première des choses, c'est de savoir s'orienter, c'est très important. Regardez, je touche là, je vois l'écran, ça bouge du côté droit, c'est bien à la droite. Lorsque je suis en transversal et ça bouge du côté droit, c'est bien à la droite. Par contre, lorsque je suis en sagittal, je mets mon doigt ici, ça bouge, c'est vers la tête, donc c'est vers le haut. C'est très important, il ne faut pas inverser le sens de la sonde. À chaque fois, il faut vérifier. Si on a un doute, vérifiez. N'hésitez pas de vérifier. Donc là, de mon côté, c'est la droite. Bien. Donc je commence par que j'ai bien appliqué le gel sur la glande. S'il y a la moindre bulle, ça va donner des artefacts. Il y aura du flou. Et on n'aura pas la qualité. C'est la raison pour laquelle il faut bien appliquer le gel sur la glande et il faut avoir suffisamment de gel. Voilà, donc j'ai appliqué le gel. Voilà. C'est Mohamed, il a toujours le cou en hyperextension et comme vous constatez, il est très coopérant. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Et voilà, donc je suis sur une coupe axiale. Quelle est la première des choses que je fais? La première des choses que je fais, moi, c'est d'abord vérifier plein de choses. D'une part, je vais vérifier si ma focale est en place. C'est ça la focale. À quoi il correspond la focale? La focale, c'est, si vous voulez, c'est un peu de... On place la focale sur la zone qu'on veut examiner. C'est-à-dire on concentre le maximum du sang sur la zone d'intérêt. Et en général, elle place soit au milieu de l'organe ou bien la partie qu'on veut en face, soit par exemple là pour le lobe droit par exemple, entre les 2 tiers et le tiers inférieur, c'est-à-dire à ce niveau. Par contre, si on veut examiner par exemple cette partie où il y a des muscles, là c'est des muscles pré-thyroïdiens, là c'est le muscle sternocleidomastoïde, je peux remonter ça vers le haut. Une chose est certaine, il faut toujours utiliser une seule focale pour avoir le maximum d'ultrasons sur la zone d'intérêt. Et 2 focales, ça va entraîner une dispersion et on aura une qualité moindre. Donc c'est très important. Donc à chaque fois, regardez là, je concentre ma focale sur cette partie vraiment postérieure.
Et donc, je vois mieux ces muscles-là qui sont les muscles long du cou. Mais ça, c'est moins net. Par contre, si je monte ma focale voilà, vers l'avant, je vais voir mieux les muscles préthyroïdiens que je vois ici, mais les muscles long du cou vont devenir flous. Là, ce qui m'intéresse, c'est surtout là. Donc, je vais placer ma focale en face. Et voilà, au milieu, ou bien entre les 2 tiers et 1 tiers. Donc, ça, c'est la première. Deuxième des choses, c'est ça, je vois ma glande, ça va, c'est bon, c'est bien. Mais toute cette partie-là, cette partie postérieure-là, est inexploitée. C'est du travail de plus pour l'échographe, pour l'ordinateur. Donc, je vais remplir cette partie. Voilà. Donc là, je pars de profondeur jusqu'à remplir mon écran. Là, je vois les muscles longs du cou. J'ai le lobe droit, carotide. Donc, j'ai rempli mon écran. J'ai corrigé la profondeur. Donc, il y a, après, c'est le gain général. Et là, regardez ce bouton-là, le 2D. Là, c'est très sombre, donc ça va cacher des informations. Par contre, si c'est là, ça va. C'est un gain de plus, et la luminosité générale, c'est pas bon. Et le but, c'est trouver le juste milieu. Le juste milieu, voilà, c'est le gain général. Pour le gain étagé, nous avons ces boutons-là. En général, au niveau cervical, on n'utilise pas, souvent on ne les utilise pas. Parce que c'est surtout, on utilise lorsqu'on veut corriger un peu le gain par étage. Et c'est largement utilisé, surtout au niveau du foie et d'autres organes. D'accord? Donc ça, c'est la correction du gain. Et nous avons aussi d'autres réglages, en particulier le gain dynamique pour renforcer les contracts. Mais je passe. Donc je reviens à l'éconotomie. Maintenant, mon gain général est corrigé. Première des choses que je fais pour l'éconotomie, donc après avoir vu les techniques et tout ça, donc c'est un peu de balayer. Je me mets en axial. Et là, vous voyez, c'est quoi? Ça, c'est la trachée. Ça, c'est l'isthme. Et tout ça, ce que vous voyez, c'est des artefacts. Ces images de répétition, il y a même les images qui se répètent là, c'est une image en miroir de l'isthme. Et vous avez des images de répétition, c'est des artefacts. Et là, c'est la trachée. Habituellement, la trachée, on ne la mesure pas lorsqu'elle est normale. Par contre, s'il y a un goitre important et qu'on prime, on fait les mesures et on peut les signaler sur les comptes rendus. D'accord? Là, je vois l'isthme. D'accord? Là, c'est le lobe droit. Je glisse un peu vers la droite. Le lobe droit. Ça, c'est la carotide. La veine jugulaire, il ne faut pas appuyer, sinon, regardez. La veine jugulaire, on va revenir sur ça. Et le côté gauche, là, c'est, vous allez voir après, c'est un organe souvent qu'on voit derrière le lobe gauche, c'est bien l'œsophage. D'accord? Regardez, même les tuniques des gifs, cette image en cocarde, en coupe trans de l'œsophage qu'on voit aisément derrière le lobe gauche. C'est souvent derrière le lobe gauche, dans plus de 90%. Parfois, on peut le rencontrer ici. Bien, et là, c'est la carotide commune ou bien la carotide primitive, et on fait un balayage. Et là, déjà en balayant en trans, vous constatez qu'il y a un petit épaississement là. Donc, ne pas oublier les structures vasculaires. Et cet écho pourrait nous renseigner même sur les structures vasculaires. Voilà. Donc, première des choses, je me mets en axial, comme je disais tout à l'heure, et je monte vers le haut. Le but de balayer en axial vers le haut, c'est de chercher le lobe pyramidal, parce qu'il y a des patients qui ont ce lobe. Et donc, ce lobe aussi peut être le siège d'un nodule ou d'une pathologie. Donc, ne pas passer à côté et examiner uniquement les 2 lobes et passer à côté d'un lobe pyramidal peut poser des problèmes. Donc, je balaye vers le haut, en axial, et même je dépasse jusqu'à haut. Jusqu'à haut. Jusqu'à ces secteurs-là. D'accord? Après, vous avez l'os ouïde qui donne cet aspect
en fer à cheval. Attention, c'est là, c'est pas de la thyroïde ectopique, c'est du cartilage de la thyroïde et ça peut prêter confusion, surtout après des thyroïdectomies. Et on peut prendre ça pour des reliquats résiduels, alors que c'est tout à fait normal. Et après, je descends, et je descends le plus profondément possible. Et là, je becque ma sonde vers le bas, et même jusqu'au vaisseau, jusqu'au même des vaisseaux, donc en bas. Donc jusqu'aux mêmes veines, là, les veines brachiocéphaliques, vous voyez là, et de ce côté. Et comme ça, pour s'assurer qu'il n'y a pas de ganglion ici pathologique, par exemple, c'est-à-dire adénopathie, ou bien des structures plongeantes à ce niveau. Donc déjà, ça, c'est très très important. N'hésitez pas à examiner en profondeur jusqu'aux structures vasculaires. Là, je becque vers le médiastin. Très bien. Voilà, une fois que j'ai fait ça, après je vais analyser lobe par lobe. Et maintenant, je glisse vers la droite et j'ai le lobe droit. Et la première des choses que je vais voir, c'est quoi? Je vais voir, la première chose, je compare l'écogénicité du lobe droit que vous voyez là par rapport aux muscles qui sont juxtaposés à la thyroïde. Et ces muscles-là, c'est les muscles préthyroïdiens. Donc il y a plusieurs muscles qu'on voit ici. Par contre là, en latéral, si je glisse la sonde vers la droite, j'ai le muscle sternocleidomastoïdien. Sternocleidomastoïdien. Là, c'est les muscles préthyroïdiens. D'accord? Alors, première des choses, j'analyse ce gradient, cette différence de gradient d'écogénicité entre ces deux structures, c'est-à-dire les structures musculaires et les structures parenchymateuses de la thyroïde. Donc, c'est ce qu'on appelle le gradient musculo-parenchymateux. Et comme vous constatez, il y a une différence entre les deux écogénicités. Déjà, si je constate qu'il n'y a pas de différence, donc déjà, je suis devant une thyroïde qui suspecte de dysthyroïdie. D'accord? Voilà, donc, première des choses, c'est analyser ce gradient. Lorsqu'il n'y a pas, lorsque ça devient similaire, on parle de perte de gradient musculo-parenchymateux. Et ça, c'est important. Deuxième des choses, j'analyse de haut en bas et je vais faire la biométrie. C'est-à-dire les mesures des volumes. La mesure des volumes est très importante. Regardez là, je centre mon examen sur le lobe droit et là je centre sur le lobe gauche. Il suffit que je glisse. Et toujours je me mets en orthogonal pour avoir une réflexion maximale des ultrasons et pour une meilleure image. Notre souci, c'est toujours avoir la meilleure qualité possible de l'image. On parle d'optimisation de la qualité d'image. Ça, si je fais comme ça, il suffit d'un petit mouvement d'inclinaison et ça peut changer toute la qualité. D'accord? Là, je corrige un petit peu la profondeur. Et là. Et je reviens sur le côté droit. Donc, je glisse. Bon, attendez. Voilà. J'ai toujours la main sur le clavier. C'est très important. On ne peut pas faire l'écho sans réglage. Toujours sur le clavier et on n'arrête pas de régler à chaque fois qu'on a besoin d'optimiser la qualité. Là, vous voyez le lobe droit. Donc, je balaye de haut en bas de façon minutieuse, doucement. Surtout, il ne faut pas aller vite, jusqu'à disparition du lobe, jusqu'au vaisseau. Et là, je suis sûr que j'ai bien balayé jusqu'au. Une fois je cherche la partie la plus large possible. Voilà. Je centre mon image, toujours centrer la structure que vous voulez examiner sur l'écran. Hop. Et là, je prends la première mesure. Première mesure, donc là. S'il vous plaît, voilà. Je me mets ici. Et je me mets horizontal. C'est la partie la plus large. Je dois être vraiment horizontal. Et j'enregistre.
OK? Donc là, c'est la coupe axiale ou bien transversale du lobe droit. Je peux enregistrer, c'est quel bouton? P1. OK. J'enregistre sur l'écran. On peut diviser l'écran, mais parfois, on a des problèmes lorsqu'on divise l'écran pour les coupes longitudinales. Hein. Mais on peut toujours diviser l'écran et avoir la coupe transversale et les deux coupes, la coupe sagittale. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais balayer, je me mets au centre, je centre et je pivote. Je pivote sur ma structure à 90. Le grand problème là qu'on a, que parfois on peut avoir des problèmes d'avoir les limites là. Donc on peut plus ou moins ajouter, mais c'est pas bon. Alors on a une possibilité d'élargir. On va utiliser une application que vous avez sur vos échographes, c'est l'application trapézoïdale. C'est où, mon cher ami? Voilà, j'appuie sur trapézoïdal. Et là, lorsque j'ai appuyé, regardez, j'ai élargi, bien sûr, j'ai élargi le champ d'exploration, pardon. Voilà. Comme vous constatez là, regardez là. Donc, il y a un gain. Et là, j'ai presque toute la glande. Il ne faut pas trop appuyer parce que si on appuie sur la sonde, on risque d'allonger davantage. Donc, voilà. Et je prends la partie la plus large possible de la glande. Et voilà. Donc là, et j'enregistre. Voilà. J'enregistre sur l'écran. Comme ça. Alors là, comme vous constatez là, c'est la hauteur. C'est la hauteur. Et là, c'est l'épaisseur. Moi, je prends l'épaisseur, c'est cette coupe. Et il y a des gens qui le prennent autrement. C'est aussi valable. Donc, et n'oubliez pas d'utiliser le schéma de repérage, c'est très important. Je vais chercher la thyroïde et je mets que, et voilà, donc celui-là. Ouais, et voilà, je suis en coupe sagittale. Et après, j'enregistre comme ça, je ne vais pas oublier. Donc là, c'est le schéma de repérage, donc c'est une coupe sagittale du lobe droit. Alors, on a pris tout à l'heure cette coupe-là, que vous voyez, c'est la coupe axiale, et on a pris le diamètre transversal le plus important, et après on a pris ces deux mesures, c'est-à-dire la hauteur et l'épaisseur. Qu'est-ce qu'il reste? C'est de faire un calcul, c'est prendre les trois mesures et les multiplier par 0,52 et avoir le volume. Le volume. Bien sûr, sur la machine, il y a aussi la possibilité d'avoir le volume directement. Donc l'application vous permet, il suffit de taper volume, voilà, 3 distances, et il va vous donner automatiquement. Mais on peut le calculer manuellement. D'accord? Alors le volume normal d'une glande thyroïde, ça dépend du sexe. L'adolescent, c'est 16. Lorsque ça dépasse de 16, on parle de goitre. La femme, 18. Et chez l'homme, c'est au-delà de 20 qu'on parle de goitre. Pour l'isthme, regardez, on le voit ici. Lorsqu'il est d'épaisseur normale, on s'en passe. Par contre, si l'isthme est épais, il faut l'ajouter. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais corriger ma focale et je reviens sur le lobe gauche. Le lobe gauche, la même chose, je vais balayer de haut en bas. Le but de balayage axial de haut en bas, c'est de chercher des nodules. D'accord? Bien sûr, il faut encore une fois comparer les gradients. On passe également sur les structures vasculaires. Et derrière là, on voit l'œsophage. Attention, chez un patient qui a une dysphagie au solide, par exemple, qui traîne depuis longtemps avec un maigrissement, n'hésitez pas à voir là. On peut voir à travers l'œsophage. Ça peut nous orienter. Si on constate un épicissement à ce niveau qui est important, ça peut nous avoir une pathologie digestive. Et dans ce cas, on l'adresse pour une fibro. On peut avoir aussi des diverticules ici. Peu importe, l'essentiel, cette structure correspond
à l'œsophage sur une coupe axiale. Par contre, si c'est fait comme ça, on peut avoir, regardez l'œsophage sur une coupe sagittale. Si on a un doute, on demande au malade de déglutir et on va constater qu'il y a de l'air qui passe là. OK. Donc, en balayant de bas, vous avez remarqué qu'on passe, voilà. Vous avez vu ce petit nodule là, d'accord? Je vais enlever la trapézoïdale. Je reviens. Et voilà. Je vais, là, vous voyez que la focale est en face de cette petite structure-là. C'est un petit nodule, très très petit. Voilà. Il est millimétrique, comme voilà, c'est 4 mm. Pour les nodules de ce genre, infracentimétriques, il ne faut pas s'inquiéter. En général, on ne les prend pas en considération. Par contre, des nodules suspects, même à 7 mm, comme ça, avec un aspect spéculé, très hypo et tout ça, dans un contexte de pathologie thyroïdienne, dans des antécédents ou des radiations, ça peut changer le discours. En tout cas, là, nous avons, comme vous voyez, en balayant doucement, on cherche la moindre présence d'un nodule. OK? Alors, je reviens sur le lobe gauche. On fait la même chose. Bien sûr, on va chercher la partie la plus large. Une fois qu'on a la partie là, on prend les mensurations là et on pivote encore une fois sur ça. Si ça dépasse, j'allume la trapézoïdale pour avoir, voilà, regardez, j'ai tout le lobe dans le champ d'exploration. Ça, alors qu'est-ce qu'il reste maintenant? Ben, on va voir quoi? La vascularisation globale de la glande. Donc je vais allumer le Doppler. Voilà. Voilà, j'ai allumé le Doppler. Je vais me mettre en grande fenêtre. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une vascularisation qui n'est pas très importante de la glande. Ça, c'est tout à fait normal. D'accord? Il y a le plexus veineux qui passe tout là, et là, il y a des vaisseaux. Là aussi, il y a aussi l'artère thyroïdienne inférieure. De ce côté, il y a l'artère thyroïdienne supérieure. On verra ça. L'essentiel, comme vous constatez, on cherche aussi la vascularisation globale de la glande. Et comme vous avez constaté, c'est une vascularisation qui n'est pas très importante. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? Mais avant de passer pour étudier les Dopplers, les artères thyroïdiennes supérieures et inférieures, c'est en fonction de la clinique. Parce que si vous êtes devant une hyperthyroïdie, par exemple, avec une hypervascularisation du type thyroïde inférieure, c'est-à-dire très importante, ou bien devant toute hypervascularisation, l'étude du Doppler des artères thyroïdiennes supérieures et inférieures devient capitale. Mais avant, j'aimerais bien revenir sur l'équation pour parler d'un autre détail qui est très important, c'est un peu parler des muscles, et en particulier des secteurs, parler des adénopathies ou bien ganglions. Parce qu'on a tendance à confondre les deux. Je reviens, s'il vous plaît, sur trapézoïdale. Là, je suis sur une coupe axiale. Voilà. Et là, je vais revenir sur le côté droit. Voilà. Toujours me mémer de façon orthogonale. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vois là? Je vois la carotide. Et là, c'est les muscles préthyroïdiens. D'accord? Les muscles préthyroïdiens. Du côté gauche, c'est la même chose. Mais là, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir ma sonde. Vous avez la carotide, ça c'est les muscles préthyroïdiens, ça c'est le sternocleidomastoïdien. Je monte, il y a un muscle qui glisse là. Est-ce que vous le voyez? Oui. Donc je suis là, il glisse, voilà. Et là, il glisse jusqu'au niveau, lorsqu'il dépasse la... Je ne dois pas appuyer pour montrer un peu la veine jugulaire interne. Et là, voilà. Là, c'est la limite entre deux secteurs de ganglion. Lorsqu'on est en dessus, c'est le secteur 3. Et lorsqu'on arrive, on croise, le muscle omoïdien vient croiser la jugulaire interne,
Comme vous voyez là, on passe au secteur 4. D'accord, donc ce muscle, c'est le muscle homoïdien qu'on voit glisser ici. Le voici, il est là, il est là. Voilà, il va s'amincir et on peut le récupérer après là. D'accord. L'essentiel, c'est la limite entre deux secteurs sur les compartiments latéral gauche ici. Parce qu'il y a le compartiment central et il y a le compartiment latéral. Et l'intérêt, c'est un peu pour situer lorsqu'on a une adénopathie, c'est-à-dire lorsqu'on a un ganglion pathologique dans son secteur. Et comme vous savez, les secteurs 3 ou 4, le drainent la thyroïde. Donc, voilà. Bon, je vais vous montrer encore un autre détail que je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est ça. Regardez. Là, j'appuie pas. Là, j'ai la carotide, je vais allumer la couleur. Vous voyez? Je vais enlever. Mais là, entre les deux, vous avez constaté une petite structure là, ici. Elle correspond à quoi? C'est le nerf pneumogastrique. Et comme vous voyez là, il est protégé par les vaisseaux. C'est important de noter sa présence, surtout dans les structures où ils font la thermoablation. Là, il est en arrière, donc il est protégé par ces vaisseaux. Par contre, s'il était un petit peu exposé, mais surtout c'est les nerfs récurrents. Les nerfs récurrents, c'est ici, on ne les voit pas, mais ils sont à ce niveau. Et vous comprenez aisément que ces structures qui sont fragiles, à savoir l'œsophage, la trachée et le nerf récurrent, s'il y a un nodule là, et si on fait une thermoablation proche, alors là, ça peut engendrer des problèmes. Donc, l'essentiel, retenir qu'on peut voir le pneumogastrique, le nerf récurrent, on ne les voit pas à l'état normal. Mais s'ils sont pathologiques et hypertrophiques, on peut les voir. D'accord. Et surtout noter ce muscle-là qui est très important. Alors là, je vois la carotide, là, je vois là, il a un épicisme surtout copaxial qui est modéré. Si je monte en haut, j'ai un renflement et après, ça va se diviser en deux. Lorsque ça va se diviser en deux, je suis sur la bifurcation et tout ce qui est en dessus, c'est le secteur 2, c'est le secteur 2A, pardon. Là, on peut trouver des ganglions, même plus grands, et souvent on peut trouver le fameux ganglion de Kuttner qui est un petit peu augmenté de volume et qui peut simuler une adénopathie. Je reviens maintenant, je vais parler un petit peu de la dernière partie, et là c'est sur le Doppler, et surtout sur le Doppler de l'artère thyroïdienne supérieure et inférieure. Comme vous savez, je me mets en coupe sagittale, voilà, vous voyez, j'ai toute la glande. Si je mets l'extérieur, j'ai la carotide commune ou bien la carotide primitive. Regardez, on voit même l'intime média. Si je montre, j'ai le renflement en dessus, là. D'accord? Attention, là, c'est l'artère thyroïdienne inférieure qui est coupée en transe. Donc, je reviens sur cette coupe. Moi, ce que je fais habituellement dans ma pratique, je monte, je prends le lobe supérieur de la thyroïde. On sait très bien que l'artère thyroïdienne supérieure longe le bord supérieur. L'artère thyroïdienne supérieure sort de la première branche de la carotide externe. Donc il suffit que je me pose, il ne faut pas trop appuyer. Et après, voilà, je vais appuyer sur, voilà, et la voici. Et on commence à la voir. Donc je vais la sélectionner. Je pense que vous la voyez maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Ajuster la PRF. La PRF, la féquine à la vitesse, et voilà, c'est ça. Voilà. Pardon. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Attention au réglage du gain de couleur. Là, j'ai dépassé exprès et je reviens. Il ne faut pas dépasser le vaisseau. Voilà, c'est bon. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incliner ma boîte, voilà, c'est ça, orientée dans le sens du vaisseau, voilà. Bien sûr, là, vous constatez là, où est la flèche, s'il vous plaît? C'est celle-là.
Là, c'est bleu, donc je dois inverser. Inverser, s'il vous plaît, les couleurs. Voilà. Il est bien oblique. Je vais attaquer ce vaisseau. J'ai corrigé ma boîte. Il suffit maintenant de placer voilà sur. Alors là, je vais prendre les 2 tiers. La fenêtre, c'est où pour démier la fenêtre? Donc, vous avez les techniciens avec vous qui vont vous aider dans un premier temps à découvrir les différentes touches parce que ça change d'un appareil à un autre. Voilà. D'accord, j'ai un flux systole diastolique, comme vous constatez. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'apporter des corrections de vitesse. Et là, voilà, je prends ce bouton pour corriger l'angle. Donc, je dois aligner cette barre-là que je vois ici. Je vais vous la montrer avec la flèche de façon parallèle au vaisseau. Et ça me permet d'avoir la bonne vitesse là. Et après, il ne me reste qu'à calculer la vitesse. Alors, est-ce qu'on peut calculer la vitesse? On peut le calculer soit sous forme auto, j'espère que ça va marcher, c'est bon. Donc là, nous avons les vitesses. Donc là, c'est la systole et ça, c'est la diastole. Et c'est un flux systolo-diastolique. Vous avez une diastole ici, donc avec les vitesses là, maximales qui sont là. Et après, vous avez la diastole. Et là, vous avez l'index de résistance qui est là de l'ordre de 0,70. D'accord? Bien. Ce qui est important, c'est cette vitesse après correction de l'angle. C'est très important et on note ça. Et ça, c'est très important dans le suivi, particulièrement des stéroïdes, en particulièrement baisse d'eau. On sait que lorsqu'on a des vitesses au-delà de 100, c'est presque pathognomique de baisse d'eau, bien sûr associé aux différents signes qu'on constate au niveau de la glande, c'est-à-dire l'hypertrophie, enfin l'augmentation de volume, l'hypervascularisation. N'en parlons pas de la clinique. Mais déjà à l'école, lorsque vous avez des vitesses importantes, ça vous oriente vers. Et aussi dans le suivi avec le traitement. D'accord? Ces vitesses changent avec le temps. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, il y a un autre vaisseau aussi qu'on peut calculer aussi. Est-ce qu'on peut enlever la couleur là? Très bien, là j'ai enlevé la couleur, parce que si on veut calculer le débit aussi c'est important. Voilà, je reviens sur la couleur. Est-ce que je peux revenir sur la couleur s'il vous plaît? Voilà. Bon, je vais faire un agrandissement. Est-ce que je peux faire un agrandissement comme ça? Voilà, j'agrandis l'image. Bon, le problème, c'est que lorsque vous avez la couleur, si le gain n'est pas adapté, on peut déborder sur le vaisseau. Voilà, ça c'est le C. Si je vais là, voilà, ça déborde. Et après, je descends juste pour avoir le vaisseau. Parce que pour avoir le débit, il faut avoir juste le vaisseau. Juste le vaisseau, que vous voyez là. D'accord? Et en général, on le fait sans couleur pour mieux voir. Parfois, c'est difficile, mais lorsqu'il y a une hypertrophie type base 2, on voit aisément les vaisseaux. D'accord? Le diamètre du vaisseau, c'est très important. Et là, ce qui est important, c'est un peu, pour avoir le débit, c'est avoir la fenêtre qui doit être faite sur les bords, sur les parties internes. Donc, comme vous avez constaté là, donc la fenêtre, il occupe tout le vaisseau. Et là, juste après, je vais prendre le diamètre du vaisseau pour calculer le débit. Donc, je prends la partie la plus. Bon, est-ce que je peux entrer pour calculer le débit? C'est où? Voilà. Et là, j'appuie sur débit. Et après, je prends le vaisseau, distance vaisseau, voilà. Normalement, on enlève la couleur pour mieux voir. Je cherche la partie la plus large. Et je coupe le vaisseau de façon perpendiculaire au vaisseau. Hein? Comme ça. Perpendiculaire. Voilà. C'est bon.
Et après, donc je vais prendre les vitesses, oui, le tracé des, voilà, les vitesses, c'est où? Elles sont déjà là, et en fonction des vitesses, là, et après, on a le débit qui vient, qui est là, d'accord? Voilà, donc les vitesses, on prend les vitesses, et puis on coupe le vaisseau, on prend le diamètre, et ça nous donne le débit par rapport, et c'est la distance du vaisseau. Mais ce qui est important, c'est prendre le vaisseau dans son diamètre le plus important. Et attention à la couleur qui peut parfois déborder, donc il faut bien corriger le gain couleur, sinon il vaut mieux prendre en blanc et noir pour avoir le vaisseau exactement. Très bien. Maintenant, il reste l'artère thyroïdienne inférieure. Je vais passer à l'artère thyroïdienne inférieure. Alors, je passe du côté droit. Alors, pour l'artère thyroïdienne inférieure, il vient, on la cherche ici sur des coupes axiales, comme vous voyez là. Elle est là, il passe derrière la carotide. Il vient sous-clavière. Il vient là, on la voit ici. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Voilà, elle est là, elle est là, elle est là. Et elle va passer par là, elle va remonter ici. Bon, on la voit ici. Et on essaie toujours de la voir sur une coupe oblique là. Voilà, j'essaie un peu, je tourne autour, elle est là. OK? Donc elle est là, et je vais allumer mon Doppler. Voilà. Alors, c'est bien. Pourquoi c'est bleu? Parce qu'il fuit la sonde. Mais de ce côté, il est rouge parce qu'il vient vers la sonde. Et voilà. Bien sûr, il faut corriger la PRF. Et une fois que vous avez corrigé, attention, là, comme vous constatez là, la boîte qu'on voit ici, il est de ce côté. Il faut la mettre dans le sens du vaisseau pour avoir un meilleur angle. Et je vais l'incliner dans le sens du vaisseau. Voilà. Voilà. On sent que la couleur déborde un petit peu. Attention au gain couleur. Là, c'est trop. Et là, c'est juste. Voilà. Voilà, j'ai corrigé mon gain couleur. Et maintenant, il ne me reste qu'attaquer mon vaisseau. C'est Mohamed. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Ben, ce qu'il reste, c'est de corriger l'angle. Voilà, ici. Je m'aligne avec le vaisseau. Et là, j'ai les vitesses. Voilà. On est un petit peu décalé par rapport au vaisseau, mais ce n'est pas grave. Et là, après, c'est les vitesses. Voilà. D'accord? Les vitesses de façon automatique, sinon on le fait de façon manuelle. Et comme vous constatez, nous avons un flux systolo-diastolique et on peut bien sûr compléter par l'examen du débit si c'est nécessaire. Voilà. Très bien. Merci à M. Mohamed, merci à M. Oussama, merci à tout le monde et à très bientôt.